Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler comme d'habitude d'économie et de marché et j'aimerais vous faire réagir à certaines déclarations d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, qui était chez nos confrères de CNews le 10 mars. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars. Elle déclarait que c'était plutôt le moment de faire de bonnes affaires en bourse et elle estimait que notre système financier est aujourd'hui beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008 parce que les banques, je la cite, sont plus solides et que le suivi des banques a été renforcé. Elle ajoutait que nous avons une décroissance des pays d'Europe de l'Ouest les plus soutenues. Donc on rentre dans cet épisode de coronavirus avec des fondamentaux extrêmement solides. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, est-ce que c'est le moment de faire de bonnes affaires en bourse? Écoutez, ça me rappelle exactement ce qu'avait dit Nabila à propos du Bitcoin, jour où on avait fait le plus haut de 19 000 sur le Bitcoin, qu'il fallait rentrer sur le Bitcoin. Et donc là, c'est du même niveau, c'est-à-dire que je ne sais pas de quelle émission de télé-réalité elle sort, la secrétaire d'État, mais c'est du même niveau que Nabila, c'est-à-dire elle vous dit d'investir en bourse. Depuis, on a pris 10% en 2 jours, hein. C'est déjà bien. 10% de baisse. 10% de baisse, évidemment. Et donc, tous ceux qui ont perdu de l'argent en bourse vont pouvoir lui envoyer un petit mot. Elle les remboursera peut-être, hein. Enfin, non, enfin, c'est même niveau que son patron, d'ailleurs, Bruno Le Maire. C'est consternant. Bon, alors, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Mais alors après, petit commentaire quand même sur la les situation. Arguments, voilà. Bon, elle est en train de dire que finalement, on aborde cet épisode qui est tout de même aujourd'hui pas maîtrisé, on le voit à l'échelle mondiale, et qui sème la panique. Elle dit, bon, elle se veut rassurante, c'est aussi le rôle des autorités. Nous avons une décroissance des pays d'Europe de l'Ouest les plus soutenus. Non, mais il y a une différence entre rassurant et prendre les gens pour des cons. C'est pas la même chose. Là, elle nous prend pour des imbéciles. On est dans une situation qui est 10 fois pire que 2008. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a 10 fois plus de dettes que 2008, qu'on a une croissance qui n'est pas celle de 2007 et précédente, qu'on n'a absolument rien réglé au niveau du chômage. C'est pas parce qu'ils vous ont balancé des chiffres du chômage qui sont totalement trafiqués, pour la bonne et simple raison qu'on vous donne toujours la catégorie A, qu'on ne vous parle pas des autres, que vous avez aussi un problème, mais là qui est mondial, qui est le problème, les conséquences de l'ubérisation. Les conséquences de l'ubérisation, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui ont perdu leur boulot, qui vont faire des courses pour Uber, des livreurs, etc., ce genre de petits boulots. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est des gens qui étaient avant en temps complet et qui basculent en temps partiel. Le petit problème, c'est que quand vous avez fait ça, vous n'avez plus droit au chômage quand ça ne marche plus. Donc quand vous arrêtez, vous n'avez plus droit au chômage. Vous ne pouvez plus vous inscrire au chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'apparaissez pas dans les statistiques, mais que ça n'empêche que vous n'avez pas de boulot. Donc on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que le parler d'une croissance alors que les prochains chiffres vont être catastrophiques. Enfin, c'est à se demander si ces gens sortent de chez eux. Vous sortez de chez vous, vous constatez que les restaurants sont vides, que les hôtels, vous pouvez en ce moment aller vous amuser sur Booking, vous allez voir, c'est vide. Donc le trafic aérien est complètement interrompu. Donc on est face à un choc économique majeur aujourd'hui. On est face à un choc économique, mais qui n'est en fait qu'un catalyseur. Le coronavirus, si vous voulez, serait intervenu dans une économie réellement florissante, solide, etc. Je pense qu'on en aurait beaucoup moins parlé et que ça aurait eu beaucoup moins d'effet qu'aujourd'hui. Là, on n'a jamais réglé les problèmes en 2008, hein, contrairement à ce qu'on dit. Donc on est dans une situation qui est aujourd'hui bien pire que 2008, parce qu'en plus, il y a des gens comme ça qui vous disent qu'il n'y a plus aucun risque. Or, quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a plus aucun risque, bah, évidemment, ça vous incite à en prendre plus. À ce que Agnès Pannier-Runacher déclarait à propos du système financier. Elle dit qu'il est beaucoup plus solide qu'en 2008. Alors c'est vrai que les règles prudentielles se sont renforcées,
Laissez-moi terminer, Olivier, avant de rire. Oui. Les règles prudentielles se sont renforcées. Cela dit, on se demande si les banques centrales disposent encore de suffisamment de munitions pour réagir justement face à un choc externe extrêmement violent comme celui que nous vivons. Alors, les banques centrales, elles ont les moyens de réagir pour la bonne et simple raison. Alors, elles n'ont plus qu'un vecteur pour réagir, c'est le quantitative easing. Alors après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais enfin, c'est d'acheter des obliques sur le marché. Donc, c'est du quantitative easing. Après, vous pouvez lui coller tous les noms que vous voulez. Mais que peuvent-elles face à un choc? Alors, ils peuvent plus baisser les taux, puisque les taux sont à zéro ou à la marge. Ils peuvent encore faire du 0,25. Enfin, ça ne va pas changer la face du monde. Ils peuvent plus baisser les taux. Donc, le seul moyen qu'ils aient, c'est de créer de la monnaie, se faire tourner la planche à billets et donc de faire des quantitative easing. Alors, on sait que ça ne fonctionne pas sur l'économie réelle. On sait que ça n'a absolument aucun effet. On sait que ça peut, à la limite, un peu maintenir les marchés en position de lévitation, mais c'est tout. Et le problème, c'est que, toujours, quand vous faites de la monnaie comme ça, de façon débridée, eh bien, vous le reprendrez à un moment dans la figure sur la valeur de la monnaie. Ces politiques de taux zéro, on l'a dit 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est criminel. C'est criminel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des entreprises qui se sont surendettées parce qu'il y avait ces taux zéro, qui sont des entreprises zombies, si vous voulez, qui se sont surendettées et qui, maintenant qu'il y a une récession et qui va être aggravée par la situation du coronavirus, qui n'est qu'un catalyseur, si vous voulez, d'une situation qui est là depuis 10 ans et qui n'a fait que se dégrader. Qu'est-ce qui va se passer? Ces entreprises-là vont avoir un chiffre d'affaires qui va baisser de 10, de 15, de 20%, et elles ne pourront pas rembourser. Et si elles ne peuvent pas rembourser, bah, c'est les assureurs qui vont sauter, c'est les assurances crédit qui vont sauter, c'est les banques qui vont sauter. Donc, on est dans cette situation-là. Enfin, il faut quand même se rendre compte que là, aujourd'hui, vous avez la troisième économie européenne qui est à l'arrêt. Mais quand je dis à l'arrêt... Oui, à l'arrêt total. Hein, à l'arrêt total. Parce que maintenant, seuls les supermarchés ont le droit d'ouvrir. Hein. Enfin, une fois... exactement, en plus c'est restreint. Hein. Donc on est dans une situation, et je pense que ça va arriver en France, alors peut-être pas la semaine prochaine. Nous, on a visiblement des gens qui sont terrifiés par leur ombre et qui sont incapables de prendre une décision. Mais quand on va bloquer, si vous voulez... C'est un choc économique majeur, Olivier. C'est des chiffres d'affaires qui vont être en baisse de 20, de 30, de 40%. Comment vous faites à ce moment-là pour rembourser vos emprunts? On est bien d'accord. Vous pouvez pas. On ne peut pas. Alors j'aimerais justement vous faire réagir aux commentaires de quelqu'un que vous connaissez bien et que vous estimez, Pierre Sabatier, qui, sur ce plateau, hier, nous disait... face à une telle urgence, pour lui on était en situation d'urgence économique absolue, puisqu'on a un effondrement dans les services, vous le disiez vous-même, il suffit de se promener pour voir que les restaurants sont vides, parler avec des chauffeurs de taxi, comme je le disais à Pierre Sabatier, ils vous expliqueront qu'ils ont 50% de baisse de chiffre d'affaires. Le ministre a lui-même communiqué sur les baisses de chiffre d'affaires déclarées par les différents secteurs, on est face à des baisses colossal, donc ça veut dire que, comme vous l'expliquiez, on se retrouve face à un risque qui est potentiellement systémique, puisque en bout de chaîne, eh bien, on a la finance qui peut sauter aussi, enfin les établissements bancaires qui vont devoir composer avec une augmentation sensible des faillites et donc des défauts. On est bien d'accord sur ce diagnostic-là. Oui, enfin, mais vous avez la secrétaire d'État qui vous dit qu'on est en pleine forme, donc je sais pas. D'accord, mais passons. Bon. On ne dira pas ce qu'on pense. Restons sur cette hypothèse, ce scénario. D'accord. Si vous le voulez bien. D'enchaînement totalement de la science-fiction, mais ok. Allez. Pas de jugement de valeur. Allez, Vincent. Enchaînons. Donc, là où je voulais vous faire réagir, c'est que Pierre Sabatier nous disait, en fait, on est dans une situation telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de discrimination entre les bonnes et les mauvaises entreprises. Bien sûr, on a des entreprises qui ont profité
excessivement des facilités qui ont été offertes par les politiques de taux compressés et qui donc, dans une économie normale, je ne sais même plus si le terme a un sens aujourd'hui, ne serait pas viable, mais l'heure est tellement grave qu'aujourd'hui, il faut essayer de sauver tout le monde. Eh bien, je dirais à mon ami Pierre, change de logiciel. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on est visiblement à la veille de refaire ce qu'on a fait en 2008. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben oui, mais c'est ça ou la mort. Donc, continuons. On essaie de régler un problème de dette en remettant de la dette. C'est ce qu'on a fait en 2008 et c'est ce qu'on voudrait faire aujourd'hui. Mais ça sert à quoi? Ça sert à gagner 2 ans, ça sert à gagner 3 ans et à avoir une explosion qui sera 10 fois supérieure. C'est quoi l'intérêt? Non, mais alors la question, c'est comment on sort de cette impasse? Parce que ce que vous décrivez, ce n'est ni plus ni moins qu'une impasse. L'alternative, elle est terrible. C'est soit, finalement, on persévère dans ce que vous considérez comme une sorte d'aberration et on le paiera encore au décuple plus tard, ou, c'est ce que dit Pierre Sabatier, aujourd'hui, tout s'arrête et c'est la catastrophe pour tout le monde. Alors, comment on sort finalement de cette impasse? Alors, la première chose, c'est malheureusement, c'est déjà ce qu'on aurait dû faire en 2008, c'est-à-dire laisser tomber le système, parce qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas dans la même position. Ça, c'est une certitude. Alors, ça aurait fait très mal, ça aurait été très compliqué, mais au moins, alors évidemment, avec des équipes qui tiennent la route, hein, pas avec les demeurés qu'on a, mais avec des équipes qui tiennent la route. Et à ce moment-là, on serait aujourd'hui pas du tout dans la même situation. Et en effet, là, pour le coup, Madame la secrétaire d'État aurait pu sortir son petit discours. On serait dans une situation bien meilleure. Mais là, on ne l'est pas. Puisque vous portez le constat que ça n'a pas été fait. Alors, la situation, de votre point de vue, a empiré. Comment on sort de cette impasse? Alors moi, je suis malheureusement, je vais vous dire, on ne pourra pas faire l'économie de quelque chose qui va faire extrêmement mal. C'est un fait. Et je vous dis, on aurait déjà dû le faire en 2008. De dire aujourd'hui, ça va faire extrêmement mal, donc on va utiliser la même méthode, est idiot. Parce que vous allez empirer encore les choses. Et à ce moment-là, dans 3 ou 4 ans, mais ça veut dire quoi concrètement, on est dans une situation pire. Alors maintenant, est-ce qu'on laisse se multiplier les faillites? Non, oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut radicalement changer de modèle. Il faut mettre les gens qui nous ont amenés là, comme l'a fait l'Islande. Je ne compare pas au modèle islandais, c'est 300 000 personnes, c'est juste pas réplicable. Mais il y a des choses qui sont réplicables en revanche. C'est mettre les banquiers qui ont fait n'importe quoi et les gens qui ont fait n'importe quoi dans les entreprises zombies, on les fout en tôle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on dit depuis déjà des lustres et des lustres, c'est séparer les activités bancaires des activités de marché. Les activités de marché, vous les laissez tomber. Si elles se cassent la gueule, elles se cassent la gueule. C'est pas notre problème. On sauve ce qui est sauvable, c'est-à-dire les activités purement bancaires. On essaie de développer le fait que des investisseurs privés puissent financer facilement des entreprises et des vrais projets, et pas des trucs délirants. Que vous mettez un grand coup de pied dans tout ce qui est trading haute fréquence, etc., qui sont des saloperies, qui ne correspondent à rien, et vous faites une cotation par semaine en bourse, hein, comme on avait avant, finalement. Enfin, on en avait une par jour, mais au moins, on avait quelque chose. La valeur d'une société ne varie pas à la minute, ni à la seconde, ni encore moins à la nanoseconde. Donc, tout ça, c'est ridicule. On revient à ce qu'était la bourse avant, c'est-à-dire du financement d'entreprises et de la liquidité des titres, mais vous n'avez pas besoin pour ça d'avoir des cotations à la nanoseconde. Donc ça, tout ce système-là, vous foutez ça par terre parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis alors il faut changer les équipes parce que si vous essayez de faire un nouveau modèle avec les branquignoles qu'on a, ça ne va pas marcher.
c'est assez sûr. Donc il faut des gens qui réfléchissent un tout petit peu. Il y a plein de choses qui vont découler de ça. Moi, je pense que là, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, l'euro est très très mal barré, mais vraiment très mal barré. Et je pense que il faudrait qu'on puisse se réunir autour d'une table pour discuter d'une sortie de cette aberration qui nous mine tous. Et puis vous allez voir les Italiens, ce que ça va être. Ça va être dantesque. Hein. Et aujourd'hui, essayer de réfléchir, de repenser un nouveau système économique avec peut-être une monnaie basée sur un actif tangible, un actif réel, peut-être se poser la question de savoir si on n'a pas des sérieuses économies à faire sur des projets qui sont totalement idiots ou je vous citais parce que c'est aberrant. Alors on vous dit qu'on n'a pas le moindre copec pour l'hôpital ou autre, on va dépenser 90 milliards sur les éoliennes. Les éoliennes, ça ne sert à rien. C'est anti-écologique au possible, ça ne sert à rien, on paye l'électricité des éoliennes 3 fois le prix, donc vous le payez dans votre note d'électricité, c'est pas la solution. Ça n'est absolument pas la solution pour un pays comme la France. Donc aujourd'hui, on met des éoliennes dans des endroits où il n'y a pas de vent. Enfin, c'est devenu une aberration. Donc ces 90 milliards, vous ne pensez pas qu'on peut les dépenser autrement, les 90 milliards? Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec 90 milliards que ça. Donc je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui à faire. Il y a plein de modèles économiques à repenser, cette espèce de surconsommation frénétique avec des appareils qui, tous les 3 mois, changent parce qu'on passe du coin carré au coin rond, etc. Tout ça, c'est des aberrations. On est en train de faire un gâchis monumental de ressources, tout ça pour des histoires de design et qui sont complètement idiots. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il y a un modèle à repenser. Je pense que tout ce qui est, je vous dis, ces espèces d'ubérisation sont totalement délirantes et délétères. Donc voilà. On repense le système, très bien. Et sans doute faut-il le faire, mais que fait-on du stock de dette qu'on a? Le stock de dette, de toute façon, il est aujourd'hui absolument irremboursable. Donc, il va y avoir des défauts de paiement en chaîne et les gens qui seront investis sur cette dette vont le payer très cher. Voilà. Il faut savoir que, en plus, tout est basé sur la dette aujourd'hui. Vous avez un livret A, vous avez de la dette. D'accord ? Vous avez une assurance vie, vous avez de la dette. Vous avez un produit bancaire quel qu'il soit, des dépôts à terme, ce que vous voulez, c'est de la dette. C'est de la dette bancaire, c'est de la dette... Donc, vous en avez absolument partout. Tous les produits bancaires je ne sais pas comment ça s'appelle, PEL, enfin tout ce que vous voulez. C'est pour ça que votre grand reset, même si, encore une fois, on peut se dire que le système aurait besoin d'être apuré sérieusement, est-ce qu'il est possible dans les conditions actuelles, où tout repose sur la dette? Mais ça vous arrivera de toute façon. Le problème, il est là. C'est-à-dire que vous dites « Ah ben non, mais je ne veux pas le faire ». Oui, mais d'accord, mais ça va vous tomber sur la figure d'une manière ou d'une autre. Comment ça peut se faire le moins douloureusement possible? Le moins douloureusement, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de douleur. Mais je vous dis, c'est en amont qu'il faut réfléchir à un certain nombre de changements de modèle. Si vous attendez que ça vous tombe sur la figure, ça va être catastrophique. Et vous l'aurez, il y a 2 façons possibles pour apurer la dette. Il y a la façon assez brutale et assez, mais qui est une décision politique, c'est de dire je ne rembourse pas. D'accord. Vous ne remboursez pas, tous ceux qui vous ont prêté de l'argent sont ruinés. Okay. Ce n'est pas facile à faire.
Hein. C'est pas Non. facile, il faut, comme disait M. Tapie, être sévèrement burné. Parce que, évidemment, vous êtes le responsable, c'est vous qui avez pris la décision. Donc ça, vous avez cette solution-là. Et puis vous avez la deuxième solution, c'est de faire ce qu'on va faire, hein, d'ailleurs. Je pense que Mme Lagarde va nous l'annoncer dès cet après-midi. Elle va faire comme M. Draghi, c'est-à-dire nos limites. Bon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire tourner la planche à billets autant qu'il le faudra. C'est-à-dire, et à la limite, il n'y a pas de règle. Vous n'avez pas de formule mathématique qui vous disent, à partir d'un certain montant de création monétaire, le système explose. Votre billet ne vaut plus rien. Il n'y a aucune formule mathématique. Donc ça veut dire quoi? C'est juste une histoire de confiance. Donc si aujourd'hui vous êtes à 4 700, 4 800, 4 900 milliards de bilan de la BCE par rapport, et donc sur un PIB qui fait à peu près 18 000 milliards, 19 000 milliards, vous êtes sur donc, ces montants-là. Si demain je vous dis le bilan de la BCE, c'est 8 000 milliards, vous n'allez pas vous rouler par terre. Hein. Bon, vous allez me dire, bah oui, et alors? Bon. Et donc, il n'y a pas de règle. C'est bien ça, d'ailleurs, le problème, c'est qu'il n'y a pas de formule mathématique. On ne sait pas à quel niveau ça va exploser. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont tous faire, c'est-à-dire que vous allez avoir une action concertée de toutes les banques centrales qui vont vous dire, bon, stop. Là, le marché vient de se casser la figure de 28% sur le CAC. Depuis le début de l'année, oui, 27-28%, alors nous parlons. Oui. Les États-Unis, on ne doit pas être loin de 20%. Donc, à un moment, parce que justement tout est basé sur ce système financier, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les banques centrales qui vont dire nos limites. S'il faut 5 000 milliards pour remonter, on met 5 000 milliards. S'il en faut 10, eh ben on met 10. S'il en faut 20, on en met 20. Et là, vous rentrez dans quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir. Je l'ai dit 1 million de fois depuis 2009. Quand on fait du quantitative easing, on n'en sort jamais. Preuve en est, hein, tout le monde s'est foutu de moi à ce moment-là. Mais enfin bon, c'est comme de la drogue. Vous êtes obligé de shooter à chaque fois un peu plus fort. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes dans une histoire qui n'aura pas de fin. Parce que qu'est-ce qui va se passer les fragilités du système. Voilà, les jours où les banques centrales vont dire ça y est, on n'a plus d'argent à mettre, c'est fini. Le marché se recasse la figure. Puisque les gens n'investissent aujourd'hui que parce qu'ils savent que la Banque centrale est derrière. Si la Banque centrale n'est plus là, eh bien à ce moment-là, les marchés se replient. Donc ça veut dire que vous êtes condamné systématiquement à soutenir les marchés jusqu'à ad vitam aeternam. Et ça veut dire qu'à un moment, il y aura rupture de la confiance en disant mon billet, il ne vaut plus rien. Et à ce moment-là, vous rentrez Venezuela, Argentine, la République de Weimar, enfin j'en passe et des meilleurs. Et c'est le moyen de faire disparaître la dette puisque votre argent ne vaut plus rien. Alors, Olivier, on n'a pas tout à fait traité la question de l'investissement en bourse. Je vous propose qu'on le fasse dans une deuxième partie, parce que là, on a été déjà pas mal disert. Et donc, pour le confort des internautes, je vous propose qu'on fasse une deuxième partie. Olivier, merci.